C'est une soirée blanche. Et Monsieur Burns veut ressusciter ses heures de gloire. Mais sur son chemin surgit un mystérieux mania de la musique. Maître d'un monde saturé de luxe, de fêtes démesurées et de rappeurs. Snoop Dogg, entre autres, traîne dans le décor. Tout commence avec Homer, notre narrateur, qui nous conte la collision tragique entre le dernier géant de l'âge d'or du jazz et le roi d'un empire hip-hop. Burns, vieux et mélancolique, repense à ses soirées d'antan pendant qu'on lui injecte une double transfusion de sang frais. Ma vie était si vivante, si pleine d'enthousiasme. Dit-il, le regard perdu. Smithers, fidèle à lui-même, lui propose d'organiser une fête dans sa villa au bord de mer. Idée validée. Burns veut superviser chaque détail, chaque micro-détail. Il ne demande qu'une seule chose à Smithers. Un gigantesque bloc de glace d'une rivière canadienne. Pourquoi? Parce que les glaçons du commerce, c'est pour les faibles. Le lendemain, Smithers confie les invitations à Homer. Persuadé qu'il est populaire, mais le cercle d'amis que Burns voulait convier, eh bien, disons qu'ils sont morts depuis longtemps. Probablement même des dinosaures. Rentré chez lui, Homer montre les cartons à sa famille, puis part les distribuer à sa façon. Toi, t'es pas invité. À quoi? Ça te regarde pas. Et puisque la fête se déroule sur une île de riches, Homer se lance dans la sélection au parking du centre commercial. Logique. Les invités, surexcités, montent dans le bus, persuadés qu'ils vont vivre une expérience de luxe inoubliable. Je suis pas en service, alors vous gênez pas pour vous droguer devant moi, ou avec moi. Dit le chef Wiggum, l'air parfaitement détendu. Ils arrivent à la villa de Burns, dans les Hamptons, prêts pour la démesure. Mais ce qu'ils découvrent les choque, la fête est minable. Même Moe, le roi des radins, se plaint. Un exploit. La foule s'éclipse. Burns, dépassé, ne comprend pas ce qu'il a raté. Et il accuse Smithers, le glaçon. C'est sa faute. Il doit sûrement glander au Canada. Plus tard, Burns s'isole pour pleurer son échec. Homer tente de le consoler, mais ils sont vite distraits par des bruits au loin. De l'autre côté de la baie, une autre fête bat son plein. Homer a une idée, emmener Burns là-bas. Ça vous aiderait que je vous fouette? Peut-être. Oui, un peu. Il débarque à la White Party. Grandiose. Burns veut savoir qui en est l'hôte. Personne ne l'a jamais vu. Il n'existe pas. Oh, il est en haut dans son bureau. Une ombre surgit. Un homme se présente. Gigi. Un nom. Un regard. Un style. Il ressemble étrangement à un certain magnat de la musique. Mais bon, sûrement une coïncidence. Il n'a pas l'air ravi de les voir, jusqu'à ce qu'il entende le nom Burns. Et là, tout change. Il s'illumine. Fan absolu. Didi raconte que c'est grâce à un livre écrit par Burns qu'il a fait fortune. La première règle, avoir un logo. Didi a choisi une oie. Tu m'as fait croire que je pouvais voler. Homer, lui, est plus fasciné par l'oie que par l'histoire. Burns n'en revient pas. Son livre a vraiment inspiré quelqu'un. Didi lui montre tout ce qu'il a bâti grâce à lui. Et là, une étrange amitié commence à naître. Pendant ce temps, la famille Simpson se promène dans les Hamptons, au milieu des boutiques de luxe. Ils entrent dans un glacier chic au parfum étrange, rempli d'enfants riches. Le plus arrogant d'entre eux s'appelle Blake Black. Il grille la file, sans scrupule. Lisa est outrée. On lui explique. C'est Blake Black, règle du père le plus riche. Lisa affronte Blake. Blake tente d'acheter la paix en offrant des glaces à tous. Lisa refuse et s'en va. Le petit héritier, intrigué par tant de principes, la soue et l'invite à sortir. Lisa, flattée malgré elle, Eh bien, c'était peut-être un peu intolérant de ma part d'être totalement dégoûtée par toi. de son côté, Bart est furieux. Lisa sort avec un gosse de riche et leur père traîne avec un magnat du hip-hop. Et lui, il fait du shopping avec sa mère. Génial. Un vendeur de bougies tente de le calmer. Homer, toujours narrateur, mentionne que ce personnage reviendra plus tard. Il ne se souvient plus pourquoi. Homer passe de plus en plus de temps avec Burns et Didi, qui lui montrent tout ce qu'ils possèdent. Chacune de mes sociétés a son propre G6. C'est quoi celui-là? Didi leur fait visiter un de ses jets, puis décide de rendre l'appareil. Il tend à Burns une carte de crédit ultra exclusive. Acceptez. Prenez-la si vous voulez rouler comme G. Pendant ce temps, Blake emmène Lisa sur son yacht pour observer les baleines. Mais elles sont trop loin. Blake, avec désinvolture, Messieurs, que faites-vous pour ça? Lisa fulmine. Burns reçoit une chaîne en or ornée du logo de JG, ainsi qu'un seul ordre.
claquer son fric comme un vrai milliardaire. D'abord hésitant, Burns glisse la carte dans le lecteur. Et là, quelque chose en lui se brise. Une fois, 2 fois, 10 millions de dollars. À juger. Et pour quelque chose que je ne veux même pas. Et voilà, le démon du luxe est lâché. Burns et Didi s'envolent alors dans une spirale de dépenses absurdes, vivant comme des influenceurs shootés au champagne, achetant même quelques amis d'Homer pour former un entourage de faux millionnaires. Adieu solitude. Pendant ce temps, à travers les rues huppées des Hamptons, Marge commence à perdre la boule. Lisa, elle, tombe sur un spectacle équestre doublé d'une manif. Et devinez qui est à la tête du mouvement? Blake Black, le gamin riche. Il explique à Lisa qu'il a tout abandonné. Ses privilèges, ses yachts, ses Ferrari, simplement parce qu'elle l'a recalé. Il voulait être digne d'elle. Il l'invite même à se joindre à la protestation. Mais voilà qu'un autre garçon débarque pour lui proposer de brosser les chevaux. Dilemme moral. Sans surprise, Lisa choisit les chevaux. Blake, blessé, reste là, brisé. Pour elle, j'ai abandonné ce qui comptait pour moi. Être un gros crétin. Homer, toujours narrateur, résume. Lisa a des principes fragiles. De son côté, Homer remet à Burns l'addition de sa carte. Et ça pique. Mais Burns préfère ignorer la réalité, obsédé par son foutu bloc de glace. Il tente de faire le plein de sa voiture, et là, c'est le drame. La carte est refusée, pire, elle est découpée. Terminé, fini, ruiné. Didi l'a saigné à blanc. J'ai claqué tout mon fric. Soyez pas si dur avec vous-même. C'était votre première carte de crédit. Pire encore, il a sorti un diss track pour se moquer de sa chute. Ce n'était pas juste une ruine financière. Didi a aussi mis la main sur tous les biens de Burns. Même son entourage s'en va, comme des vautours qui changent de cadavre. Et là, l'humiliation suprême. Didi vient chercher les chiens de Burns. Mais ce dernier supplie. Didi claque ses bagues en diamant. Et les chiens changent de camp. Seul Homer reste fidèle. Smithers, toujours bloqué au Canada, façon Luke Skywalker sortant du ventre d'un cheval gelé. Burns, au fond du trou, dit à Homer qu'il ne retournera pas à la centrale si ce n'est pas lui le patron. Homer ne répond pas tout de suite. Il préfère demander à Marge. Elle, entre deux ventes, le convainc. On a une boutique à faire tourner maintenant. Oui, Marge a ouvert un magasin dans les Hamptons, rempli d'objets absurdes. On pourrait pas vivre sur l'argent de la boutique? Oh mon Dieu, non! Homer laisse donc Burns et retourne travailler à la centrale, devenue entre-temps une usine Gucci. Ultra stylée, ultra ridicule. Didi, satisfait, demande à voir Homer pour le remercier de sa loyauté et lui ordonne de jeter tous les souvenirs de Burns à la benne. Ne me regarde pas! Arrête de me regarder! Didi lui offre alors des tartes à volonté comme récompense. Mais Homer, écœuré par tout ce qu'il a vu, sent un haut le cœur monter. Il part en quête d'une tombe ouverte pour vomir. Et il la trouve. Burns, assis seul dans un cimetière, dégustant une soupe au chagrin, préparée à partir de fleurs fanées. Cette vision le bouleverse. Il décide alors de redonner espoir à Burns. Ensemble, ils élaborent un plan de vengeance extrême. Oh, une banane dans son tuyau d'échappement? Je ne peux pas me payer une banane. Barr, qui les a suivis, hésite. Il est désormais plus riche que Burns, mais un déguisement stylé suffit à le rallier à la cause. Ils ont un plan, détruire la carrière de rappeur de Didi. Et pour ça, ils ont besoin d'un expert, de la culture urbaine. Spoiler, c'est Milhouse, le nerf blanc ultime. Il révèle que Didi faisait partie d'un ancien groupe de rap. En voyant la pochette, Barr reconnaît l'un des membres. Jesse James, alias le vendeur de bougies. Miracle, miracle, mes rimes sont phénoménales. Jesse balance tout. Didi lui a volé ses chansons et sa copine. Il accepte de rejoindre la mission pour créer un diss track de revanche. Pendant ce temps, Marge montre à Homer les progrès de sa boutique. Jusqu'au délire. Combien je demande pour ces sacs à main faits en grille d'enceinte de vieux jukebox? $100! Le grand moment arrive. Tout le monde est réuni au studio pour enregistrer le diss track contre Didi. Mais rien. Silence total. Jesse James n'arrive plus à sortir un seul mot. L'inspiration l'a quitté. Mais Mr. Burns, lui, est en feu. Il sent monter une énergie. Je le sens! Je le sens! Et alors que Jesse est dans la cabine, une surprise de taille débarque. Son ex. Elle est là pour lui. Et surtout contre Didi. Le plan est maintenant complet. 3 figures majeures viennent ajouter du feu au morceau. Snoop Dogg, Erza et Common. Rien que ça. Le son est prêt. Les cœurs vont saigner. Burns et Mew regrettent que Smithers ne soit pas là pour voir ça.
Pendant ce temps, Smithers continue sa propre épopée nordique. Et il faut le dire, il est devenu un homme. Retour à la centrale. Le public est en feu, prêt à découvrir la vengeance en musique. Mais au moment de monter sur scène, surprise. À la place des rappeurs, c'est un hologramme de Diddy et de son oie de compagnie qui apparaît. Le twist? Diddy a acheté la chanson. Et les artistes? Il les a tous rachetés à coups de millions. Trahison totale. Tout le monde est invité à une after privée dans son usine transformée en boîte de nuit. Burns, humilié, frappe l'hologramme avec rage et finit par se frapper lui-même. Marge, de son côté, est complètement accro à sa boutique. Homer lui avoue qu'il ne travaille plus vraiment, mais qu'il est resté fidèle à Burns. Contre toute attente, Marge le soutient. Il a suivi son cœur. Et ça, c'est beau. Mais Burns a une dernière carte à jouer. Avant cela, il dit à Marge que la boutique est devenue ingérable. Et en une phrase, il la libère de sa folie. Quelques secondes plus tard, d'autres victimes tombent dans le piège des magasins inutiles. Nous allons vendre aussi des manteaux pour chiens. Homer et Burns s'infiltrent alors dans le manoir de Diddy pour voler. Loi sacrée. Diddy rentre dans sa chambre, tenant son lait préféré, prêt à honorer l'hôtel bizarre dédié à sa précieuse volaille. Mais Loi a disparu. Oui, c'est chelou. Quand il arrive enfin, Burns lui annonce qu'ils ont déjà cuit Loi. Un peu trop grasse, mais sinon, excellente. Diddy s'effondre, c'est la fin. Ou presque. Arrête, je t'ai sauvé la vie en douille de canard. Homer, trop tendre, avoue qu'il n'a pas pu le faire. Mais Burns, hors de lui, décide de le faire lui-même. Alors, je vais la tuer moi-même. Diddy et Burns se lancent à la poursuite de Loi et se retrouvent piégés dans un lustre géant suspendu dans les airs, prêt à s'écraser. Burns hurle. Jay, pourquoi m'as-tu trahi? Diddy sort alors un livre. Dernière page. Vous ne serez jamais vraiment impitoyable tant que vous n'aurez pas détruit celui qui vous a fait. Il n'a fait que suivre la leçon de Burns. Il voulait devenir sans pitié, comme lui. Et là, moment de fierté tordue, Burns ne se met pas en colère. Il est fier. Il a formé un monstre à son image. Mais le lustre tombe. Juste à temps, Smithers revient avec la glace éternelle, surgissant tel un héros avec sa propre bande de motards. Smithers, Smithers, Smithers. Il sauve Burns de la chute. Quelle évolution! Quel arc! Burns pardonne Diddy, récupère sa centrale et tout semble rentrer dans l'ordre. Excellent. Alors que la famille quitte les lieux sous un coucher de soleil doré, Lisa se demande « Est-ce que Mr. Burns a changé ?» Eh bien, un peu. Il célèbre désormais chaque jour avec un petit moment de musique. On ne recommencera pas demain. Mais si vous pensez que c'est le plus fou que les Simpsons puissent faire, détrompez-vous. Dans cette vidéo, Marge est littéralement miniaturisée avec ses vêtements. Et si vous voulez voir les Simpsons dans un monde encore plus bizarre, cliquez sur la vidéo suivante, mais n'oubliez pas de liker et vous abonner avant.